participants, je vous remercie d'être présents parmi nous et de participer à notre webinaire. Alors, je suis Linda Sharif, je suis votre conseillère auprès de Solutions Emploi. C'est pour donner le coup d'envoi à ce webinaire avec notre entrepreneur et experte Faiza Abdellaoui. Donc, si Faiza, si tu es prête, je pense qu'on y va. Il est 13 heures, donc on commence notre webinaire sur le marché de l'emploi au Canada et quels sont les secteurs porteurs. Et voilà. À tout à l'heure. Bon webinaire. Merci Linda pour l'introduction et pour l'opportunité d'ailleurs de partager ces informations donc sur le marché de l'emploi au Canada, sur les secteurs porteurs, sur la situation aussi économique et puis en approfondissant un petit peu tous ces chiffres du marché de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire pour les immigrants qui souhaitent venir au Canada pour y travailler dans ces différentes provinces et territoires. Et puis également, en troisième partie de ce webinaire, nous allons vraiment nous pencher sur un élément essentiel, c'est celui de la préparation. Donc bravo à tous et félicitations d'avoir saisi cette opportunité de vous éduquer, d'aller chercher toutes ces informations qui vous permettront donc de mieux vous préparer et puis de mieux juger en fait de la province qui vous correspond, des secteurs également qui peuvent vous correspondre. Donc un webinaire en 3 parties et nous aurons donc à la fin, je laisse une quinzaine de minutes pour des questions si besoin, pour vous rappeler donc de les poser au fur et à mesure sur la droite de votre écran dans la boîte de chat. Je voudrais également juste remercier Valérie Sniadosh Consulting qui m'a donné la possibilité également de partager ces informations avec vous et vous trouverez d'ailleurs son nom sur la présentation que j'ai tout simplement un tout petit peu modifiée, mais les informations sont le fruit de nos discussions. Alors, quelques chiffres. Il va y avoir plusieurs chiffres d'ailleurs puisque ces chiffres nous permettent de mettre en perspective les réalités du quotidien. Nous sommes donc au Canada. Le Canada, c'est le 2e pays du monde après la Russie et juste avant la Chine. Donc ça vous donne effectivement une idée de la taille de ce pays où je suis arrivée moi-même il y a presque 10 ans en fait. Nous avons aussi 6 fuseaux horaires, toujours pour donner une idée de l'importance de la superficie du pays, dont d'ailleurs, c'est une particularité pour le Canada, un décalage d'une trentaine de minutes, de 30 minutes seulement, donc c'est pas des décalages d'1 heure à chaque fois, mais un décalage de 30 minutes avec la province de Newfoundland par exemple. La province le pays est séparé en 10 provinces et 3 territoires. Les territoires du Nord, Yukon et Nunavut, qu'il ne faut pas oublier parce que c'est aussi des territoires où il se passe beaucoup de choses. Le pays compte 36,9 millions d'habitants au dernier recensement donc de 2016, malgré cette superficie vraiment très grande, un nombre d'habitants qui reste très bas et donc un certain nombre de régions, notamment celles du Nord, qui sont assez inhabitées. Et autre information assez intéressante de ce recensement de 2016, c'est que sur ces 36 millions d'habitants, 37 millions, 21% d'entre eux sont immigrants. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore acquis la nationalité canadienne, qu'ils soient travailleurs temporaires, par exemple, réfugiés en attente ou résidents permanents. Là-dessus, un peu plus de la moitié qui va être des personnes actives. Un point qui sera très intéressant, un chiffre qui est très intéressant, c'est celui du chômage, qui est de 6%. Il a augmenté un tout petit peu plus par rapport à 5,8 il y a quelques mois. Il est en légère augmentation actuellement, et donc il se situe à 6% de chômage pour le mois d'août 2018. Bien sûr, c'est une moyenne, donc il peut être plus élevé dépendamment des catégories, dépendamment des provinces et des villes. Et enfin, le Canada est un des membres du G7 et si vous suivez d'ailleurs les informations ces derniers temps, vous savez aussi que au travers de cette membriété au sein du G7, mais aussi au sein de l'ALENA, donc cet accord très important de commercialisation et d'échanges commerciaux avec les États-Unis et le Mexique. Il y a beaucoup de négociations en ce moment, donc on attend de voir dans quel sens ça va aller, mais disons que c'est un pays qui a des opportunités très importantes pour les prochains mois, mais aussi des points de rencontre, des points cruciaux aussi de négociation pour justement compléter ou appuyer, c'est pas appuyer d'ailleurs, c'est plutôt
finaliser ces opportunités. Nous avons également un certain nombre d'élections qui ont eu lieu dans les derniers mois ou qui vont avoir lieu dans les prochains mois, des élections au niveau provincial mais aussi au niveau national qui, on le sait bien, donnent aussi des orientations importantes au niveau de l'économie. Le marché de l'emploi, vous l'avez vu dans les annonces pour ce webinaire, le Canada compte aujourd'hui un grand nombre de postes vacants et c'est vraiment en augmentation. Nous étions avec un chiffre de 468 000 postes vacants au troisième trimestre de 2017. C'est quand même 15% supplémentaire par rapport à l'année précédente. C'est vraiment aussi dépendamment des régions. Nous avons par exemple le Québec, la Colombie-Britannique qui arrive en tête de ces postes vacants, comme vous pouvez le voir sur les statistiques sur le tableau, l'Ontario juste en dessous et encore l'Alberta, puis suivent les autres provinces et territoires. Donc on est vraiment sur les 4 grandes provinces où d'ailleurs le nombre d'habitants est aussi le plus important et c'est là qu'on trouve ces postes vacants. La Colombie-Britannique par exemple, les postes vacants sont beaucoup situés dans la ville de Vancouver et dans la région et ça pourrait être dû, alors je regardais un certain nombre d'articles et d'analyses, ça serait dû notamment au niveau de vie qui peut être quand même assez élevé sur la ville de Vancouver et donc là j'en parlerai plus tard, les employeurs cherchent des alternatives pour pouvoir remplir ces postes. Rentrons un peu plus dans le détail de ces postes vacants et donc touchons à ces secteurs par rapport aux grandes catégories professionnelles et puis aux grandes catégories de secteurs. Au troisième trimestre, donc on va rester sur les chiffres de 2017, le nombre de postes vacants avait augmenté dans 9 des 10 principaux secteurs d'activité au point de vue de l'emploi. Et c'est des hausses qui sont particulièrement marquées quand on parle du transport et de l'entreposage, et puis avec tout ce qui va être supply chain, tout autour de ça. Également, ça va toucher beaucoup la fabrication, les services d'hébergement et la restauration. Donc hôtellerie, tourisme, un secteur qui est en augmentation d'ailleurs un peu partout dans le Canada et aussi en Ontario. Nous avons par contre un nombre de postes vacants qui a peu varié dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques. Pour rentrer là encore dans le détail, par exemple sur cette grosse catégorie des transports, on va avoir une augmentation des postes vacants quand il s'agit de chauffeurs, en fait, de conducteurs de véhicules et de véhicules de transport en commun. Une autre catégorie, par exemple, pour tout ce qui va être restauration, mais ça va être beaucoup la restauration de détail, en fait, vraiment en contact avec la clientèle. Dans les petits secteurs, on va avoir, alors petits par le nombre de postes, mais pas forcément par leur contribution bien sûr au PIB du pays. On a par exemple le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz qui a affiché vraiment une hausse marquée puisqu'on était à plus 128%, plus 3000 postes et là la moitié d'entre eux se concentraient sur l'Alberta qui est vraiment la grosse région d'exploitation. Une autre statistique qui montre ici le nombre de personnes, mais surtout le gain médian, parce que souvent on va se poser la question, oui, il y a des postes vacants, mais avec quel revenu? Donc on est sur un revenu moyen de 53 773 $. Si vous vous posez la question de savoir par rapport à votre poste ou les postes que vous souhaitez occuper quand vous arriverez au Canada, et si vous vous posez la question justement de ce salaire médian, je vous conseille d'aller sur un site internet, une référence parmi d'autres qui s'appelle Glassdoor, c'est glassdoor.ca. Sur ce site, vous pourrez faire des recherches et donc en rentrant le type de poste, le type de secteur, le nombre d'années d'expérience, etc., vous pourrez avoir une indication sur le salaire possible ou sur le salaire moyen de ces professions et par rapport au secteur que je viens d'indiquer. On reparlera du nombre d'années d'expérience d'ailleurs et comment est-ce que ça peut être comptabilisé ou pas d'ailleurs quand on arrive en tant qu'immigrant au Canada. Les secteurs. Alors là, encore une fois, encore un peu plus de détails.
Je parlais de l'Alberta tout à l'heure par rapport à une grosse augmentation dans certains secteurs. Sachez d'ailleurs, je le dis maintenant, que vous pourrez recevoir cette présentation pour pouvoir vous y référer après ou pour pouvoir cliquer sur certains liens qui sont indiqués sur cette présentation. Donc pour l'Alberta, sans tous les lire, je vais quand même mentionner les principaux. Nous avons bien sûr l'aérospatiale et la défense, l'agroalimentaire, le pétrole et le gaz. Nous avons également tout ce qui est technologie de l'information et des communications, les technologies et produits du bâtiment. D'ailleurs, je pourrais rajouter la construction comme étant vraiment un des secteurs où la pénurie d'emploi se fait remarquer. Pour la Colombie-Britannique, là on est encore une fois sur l'exploitation minière. Tout l'ouest du pays est très marqué par cette industrie, mais nous avons encore le tourisme, les transports, la foresterie. L'île du Prince-Édouard, une toute petite île, très agréable d'ailleurs, très importante pour le tourisme, qui va se situer à l'ouest du pays. Celle-ci, on a l'aérospatiale, les services biologiques, y compris la transformation des aliments. Pour le Manitoba, on va avoir, donc là on revient sur l'ouest ou sur le centre, on va avoir les mines, les minéraux, la transformation du bois, les secteurs financiers également, donc tout ce qui va être service à la personne, service au consommateur, je dirais. En passant par le New Brunswick en anglais ou le Nouveau-Brunswick en français, qui est la seule province officiellement bilingue du Canada. Vous avez la fabrication de pointe, ils ont vraiment des centres qui se spécialisent maintenant sur tout ce qui est start-up, donc avec les technologies de l'information, avec la finance, avec l'assurance. Vous allez avoir pour la Nouvelle-Écosse les technologies océanologiques, et on va en parler parce que là aussi il y a vraiment une volonté du gouvernement du Canada de créer des hubs très importants sur certaines industries. Les technologies océanologiques en font partie. On va avoir également les médias numériques. On le sait pour l'Ontario, on le sait pour le Québec, c'est des grands centres de production cinématographique et de médias numériques. On le sait moins pour la Nouvelle-Écosse. On va avoir le Nunavut, donc un des territoires dont je parlais pour le nord du Canada, avec le tourisme, l'exploitation minière, la pêche et la chasse, l'art et les artisanats, notamment locaux bien sûr, et la construction encore une fois. Pour l'Ontario, la province d'où d'ailleurs je vous parle, puisque j'habite tout à côté de Toronto, une ville qui attire justement beaucoup d'immigrants, nous avons l'automobile avec un certain nombre d'usines de fabrication, mais voyons aussi quelles seront les conséquences possibles de ces échanges et de ces négociations avec l'ALENA. Nous avons les technologies propres, très importante au Canada, qui est un des leaders vraiment sur toutes ces recherches, même si l'exploitation minière continue. Il y a là aussi une volonté des différents gouvernements et des différents acteurs sociaux à développer des technologies propres. On va avoir la défense, bien sûr, les services financiers, les produits alimentaires, qu'il s'agisse de la transformation ou de la vente, de l'exportation également, les sciences de la vie robotique et automatisation. Toronto est vraiment en train, Toronto et sa région, donc Toronto, Waterloo, donc il y a une espèce d'axe comme ça entre la ville de Toronto et la ville de Waterloo, sont vraiment en train de concurrencer et même de dépasser sur certains secteurs la Silicon Valley. Il faut le savoir, faites vos recherches, énormément d'incubateurs. Microsoft vient d'annoncer qu'ils allaient s'installer à Toronto, ouvrir un nouveau siège. On a Google qui est là et qui va lancer un de ses pilotes en fait avec une espèce de ville intelligente qui est là. Tout ce qui est intelligence artificielle également se développe beaucoup. N'oublions pas la capitale Ottawa où il y a également beaucoup de recherches et beaucoup d'incubateurs en fait de start-up qui s'installent. Je le précise juste aussi, un visa spécial a été mis en place il y a quelques années pour les créateurs de start-up et il a d'ailleurs été reconduit puisque les résultats étaient très bons sur ce flux-là en fait d'entrée d'immigration. Pour le Saskatchewan, on a l'agriculture, qui est vraiment une agriculture primaire, mais aussi une agriculture à valeur ajoutée. L'énergie, encore une fois, avec les énergies de remplacement, le biocarburant, les sciences de la vie et les biomasses, les minéraux, et tout ce qui est chaîne d'approvisionnement également, donc supply chain. Là aussi, soyez attentifs aux informations et à tout ce qui peut se passer en ce moment, puisqu'il y aura aussi des conséquences par rapport aux négociations et aux conclusions de l'ALENA.
Terre-Neuve et Labrador, qui est une autre province. Vous avez le pétrole et le gaz à nouveau, les exploitations minières, les technologies océaniques, comme on a pu le voir sur la Nouvelle-Écosse, puisqu'on est sur la côte atlantique, bien sûr. Nous avons aussi tout ce qui est débouché dans l'Antarctique, avec cette proximité, fabrication technologique, information, communication aérospatiale. Les deux derniers territoires, nous avons les territoires du Nord-Ouest avec l'agriculture, les diamants, l'énergie, l'exploitation minière, la fourrure, la pêche et le tourisme. Et enfin le Yukon avec les explorations et exploitations minières, le tourisme, la production de films également sur le Yukon et puis l'innovation qui permet une grande valeur ajoutée quand on est installé dans les territoires. Vous allez avoir plus d'informations donc sur ces ressources qui sont postées. N'hésitez pas dans la boîte de chat à rajouter, à me poser quelques questions si vous souhaitez. Faisons donc un petit zoom sur ces secteurs clés de l'innovation, puisque ces 4 secteurs, économie océanique, fabrication de pointe, industrie des protéines, technologie numérique, représentent 78% de l'économie canadienne. Et un exemple vraiment de l'effort qui est donné par le gouvernement sur ces secteurs dernièrement, il y a eu un investissement de 950 millions de dollars qui a été annoncé pour l'année dernière sur ces 4 gros hubs ou les surgrappes, comme on les appelle en français. Par exemple, pour les industries des protéines, c'est tout ce travail sur les protéines végétales pour aider à nourrir, à trouver des alternatives au niveau de l'alimentation du Canada, mais aussi du monde finalement. Nous avons une surgrappe par rapport à les fabrications de pointe, donc là ça va toucher là aussi l'exportation et la fabrication. Le Canada est encore un pays qui peine à exporter, ou en tout cas son exportation est encore trop dépendante de son voisin du Sud, donc des États-Unis. Donc là, il y a vraiment de grandes opportunités. En tant que francophones en plus, prenons conscience de nos forces puisque nous connaissons bien nos pays d'origine et que justement, il y a certainement des échanges commerciaux, culturels à forte valeur ajoutée qui peuvent être mis en place avec nos pays d'origine pour aider justement et le Canada à exporter mieux, mais aussi à pour nos pays à se renforcer et à acquérir un certain nombre de compétences et de produits. Et puis bien sûr, donc économie océanique, comme je le disais, là ça inclut la pêche, le gaz, le pétrole et les énergies propres. Alors, tout ceci étant dit, je rajoute encore quelques petites informations qui sont parues dans la presse en fait la semaine dernière, puisqu'il y a une étude très importante qui a été faite par la BDC, la Banque de développement du Canada. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller visiter ce site internet de la BDC, puisqu'il y a énormément d'informations sur les industries, sur les secteurs, sur les procédures pour se lancer en entreprise notamment. Donc vraiment aller visiter ce site internet de la BDC, Banque de développement du Canada. Et cette étude, elle est sortie le 5 septembre, donc finalement la semaine dernière. Ils ont fait une étude auprès de 1028 entreprises qui avaient déclaré donc avoir des difficultés pour recruter, puisque vraiment on a 39% sur tout le pays, sur tout le Canada, on a 39% des sociétés aujourd'hui qui ont déclaré avoir des difficultés à recruter. Le pourcentage est même encore plus haut pour la Colombie-Britannique, puisque là on va parler de 45% même. Comme je le disais, le coût de la vie étant sans doute un des éléments qui rendent leurs difficultés un peu plus fortes. Alors, il y a cette étude qui a été faite, donc qui fait ressortir ce chiffre très important, mais surtout ce que je voulais vous partager avec vous, c'est le fait que malgré, alors ça va être un point qu'on pourrait considérer comme négatif, mais je vais le mettre en perspective et puis surtout je vais donc dans la deuxième partie de ce webinaire vous donner ces clés pour aller à l'encontre donc de ce chiffre-là. Malgré ces difficultés d'emploi, cette étude fait ressortir que seulement 18% des employeurs seraient prêts à se tourner vers le recrutement d'immigrants.
pour combler ces postes-là. 18% seulement. Alors bien sûr, il s'agit de 1028 entreprises uniquement, mais faisons confiance à la BDC qui sont allés chercher quand même des entreprises qui représentaient leur secteur. Donc on a 18% et on a même 57% de ces employeurs qui sont en désaccord avec cette proposition et qui préféreraient même peut-être aller investir sur de l'apprentissage de jeunes personnes, par exemple, de jeunes diplômés, plutôt que d'aller chercher des immigrants. C'est un point très important parce que oui, il y a des postes vacants, mais il y a aussi semble-t-il, cette réticence. La personne qui conduisait et qui a analysé ces chiffres auprès de la BTC était elle-même d'ailleurs très surprise de ce résultat. Alors, mettons-le en perspective. C'est parce que il y a de la part des employeurs la sensation en fait que les immigrants ne vont pas forcément avoir une compréhension suffisante du secteur ou de l'environnement ou du métier dans le contexte canadien lui-même. Donc effectivement, si on prend par exemple l'exploitation du pétrole, on peut être un spécialiste de l'exploitation du pétrole dans son pays d'origine. Ma foi, le fait d'exploiter le pétrole dans des régions comme l'Alberta ou des régions arctiques, bien sûr, il va y avoir des procédures qui vont être différentes, un environnement qui va être différent, etc. Donc ça fait sens. Il y a aussi des métiers réglementés. Et dans le cas des métiers réglementés, assez régulièrement, et surtout renseignez-vous par rapport à votre métier, si celui-ci est réglementé ou pas, eh bien ma foi, il va y avoir des ordres auxquels il faut adhérer avant d'être capable de commencer à travailler. Parfois, les ordres vont demander de passer des examens complémentaires, etc. Il va y avoir aussi cette question de l'expérience canadienne pour vraiment embrasser et comprendre la culture professionnelle canadienne. Et ça, c'est vrai que, ma foi, ça demande de la pratique, ça demande de l'expérience pour savoir comment est-ce qu'on travaille au Canada. Mais, et c'est pour ça que je vous félicite d'être dans cette démarche de préparation, d'information, d'éducation de vos pays d'origine, parce que ce qui peut vraiment faire la différence, c'est la préparation. Je dirais, même quand on est installé au Canada, quand on est Canadien, quand on a grandi ici, et qu'on se présente pour un emploi, ma foi, si on n'est pas capable de savoir ce que l'entreprise fait, quels sont les produits sur lesquels elle travaille, les services, si on n'a pas une idée des missions, des valeurs qui guident cette entreprise, forcément, on baisse un petit peu ses chances d'être engagé. Il ne faut pas se voiler la face, si je peux utiliser cette expression. D'où l'importance de la préparation quand on est déjà installé en Canada et d'où la surimportance de la préparation et de l'éducation quand on y arrive. Donc, quels que soient vos secteurs de travail, je vous invite, c'est même plus qu'une invitation, c'est vraiment plus fort que ça, à aller chercher déjà des informations sur vos secteurs. Nous avons Internet qui est vraiment à notre disposition aujourd'hui et qui gomme les frontières. Ce n'est pas comme si on avait besoin d'être ici pour aller poser nos questions. Vous avez les médias sociaux qui vous permettent d'être au courant de façon immédiate de lancement de produits, par exemple. Aujourd'hui, je vois, c'était la conférence annuelle de Apple. Donc, on peut se brancher, quel que soit notre pays de résidence, on se branche et puis, effectivement, on est au courant de tous ces services, de tous ces nouveaux téléphones que lance Apple. Ma foi, si on cherche après un emploi dans une compagnie, effectivement, qui vend des abonnements téléphoniques, par exemple, si on est capable de dire, ma foi, j'ai assisté au lancement, je suis déjà au courant des spécificités, des nouveaux téléphones que vous allez avoir sur le marché très prochainement, vous gagnez des points si vous êtes installé ici comme ailleurs. Regardez donc toutes ces informations en tapant le nom de votre secteur, le type d'emploi que vous allez chercher à occuper ici, etc., etc. Et surtout, vous avez l'onglet principal de Google, mais allez chercher aussi sur l'onglet des nouvelles, des informations, puisque là, vous allez avoir accès à tous les journaux canadiens, d'ailleurs, vers lesquels moi, je me suis tournée pour avoir ces dernières statistiques, pour avoir ces dernières analyses. Vous pouvez également faire ce travail de chez vous et donc vous informer et voir un petit peu ce qui se passe dans votre secteur plus précisément et même vous abonner à des infolettres, aller chercher toutes ces informations. Donc, ça nous amène à la diapositive que vous avez sous les yeux. Donc, effectivement, soyez conscients, les employeurs peuvent avoir des réticences, mais soyez également conscients que vous avez des outils
que nous n'avions pas, par exemple, il y a 10 ou 20 ans, pour pouvoir vous informer, pour pouvoir vous préparer, et donc pour pouvoir préparer votre crédibilité. C'est ça qu'il va falloir vraiment monter, sans attendre en fait d'être au Canada. Commencez à monter votre crédibilité et donner confiance en fait finalement aux employeurs qui vont voir votre CV, voir vos candidatures et vous recevoir donc pendant des entretiens de recrutement. Comment est-ce qu'on fait ça? Pour les postes eux-mêmes, commencez déjà à faire des recherches sur les sites d'emploi, sur les sites de recherche d'emploi. Nous sommes fixés sur 4. Donc vous avez Eluta, vous avez Indeed, vous avez Monster et vous avez les guichets emploi qui est en fait un site internet institutionnel offert par le gouvernement et qui répertorie effectivement un certain nombre d'emplois qui sont disponibles. Donc faites cette recherche-là, regardez de façon très poussée quelles sont les qualifications qui sont recherchées. Quel est le nombre d'années qui est recherché d'expérience? Quels sont les éléments alors ce qu'on appelle les soft skills, donc toutes les caractéristiques de notre personnalité qu'on applique et qu'on utilise dans le cadre du travail, donc l'organisation, la capacité de résoudre des problèmes, etc. Donc vraiment faites cette lecture et faites cette réflexion par rapport à votre expérience acquise dans vos pays et faites donc une petite analyse et une petite comparaison. Indeed est un site, bon les autres le font aussi, mais je vais pointer sur Indeed. Indeed c'est assez intéressant parce que c'est un site avec beaucoup de différentes options, notamment vous allez pouvoir en haut à gauche de mémoire aller consulter d'autres CV en fait. Donc vous le savez, quand on recherche un emploi, on peut le faire en allant regarder les postes qui sont affichés, mais on peut aussi mettre en ligne son CV, son propre CV, et donc les employeurs iraient consulter le CV. Ça marche quand même peu, enfin ça va dépendre des secteurs quand même, hein, parce qu'il y a des secteurs où justement la demande est tellement importante que finalement l'employeur va poster l'annonce et va attendre de voir qui est proactif et répond à cette annonce plutôt que lui avoir la démarche d'aller identifier les candidats. Donc vous avez sur Indeed la possibilité d'aller consulter et regarder les CV, peut-être de vos compétiteurs finalement ou de vos collègues, mais d'autres personnes qui cherchent le même type de poste dans le même type de secteur et ils ont posté donc leur CV. Allez les lire, déjà ça va vous donner une première idée, même si tous les CV ne sont pas parfaitement au format canadien, mais de ce fameux format canadien, comment est-ce qu'on présente les informations quand on cherche un emploi au Canada, que ce soit en français ou en anglais, mais aussi quels sont les descriptifs de tâches, quels sont les diplômes qu'ils ont eus, etc. etc. Vous pouvez également, dès maintenant, en utilisant les bons mots-clés, donc vous allez avoir cette analyse, vous allez avoir cette recherche par rapport au secteur, à l'emploi que vous voulez occuper, etc. Puis vous pouvez déjà mettre ces mots-clés et vous abonner en fait pour recevoir les offres qui apparaissent liées à ces mots-clés et à ce secteur. C'est aussi une bonne façon d'augmenter donc votre compréhension du marché de l'emploi directement lié à votre secteur et à votre poste. Et ça complétera donc votre recherche sur les articles qui pourraient sortir sur votre secteur. Vous avez également, pour la recherche d'emploi, les sites de profession réglementés. Donc ça peut être pour la comptabilité, pour tout ce qui va être lié à la santé, pour tout ce qui va être lié aux finances, etc. Donc là, soit vous, effectivement, vous connaissez déjà le site internet, soit vous faites une recherche en tapant votre secteur ou votre métier, et puis association ou ça peut être association, donc association des professionnels de la santé par exemple, ou vous pouvez taper convention de la santé, ça vous donnera aussi certains événements clés, et donc vous pourrez identifier non pas les syndicats, mais les ordres, voilà, c'est le mot que je cherchais, pardon. Vous allez avoir également des sites d'emploi spécialisés par profession, comme Dracar, un parmi d'autres qui est cité ici. Vous allez avoir des sites spécialisés si vous recherchez un emploi dans les associations à but non lucratif, par exemple. Là, ça va être un site qui s'appelle Charity Village. Je reviendrai sur LinkedIn, qui est vraiment le premier réseau social dans le monde quand il s'agit de réseau social professionnel. Et puis nous allons aussi parler
du réseau personnel et professionnel. Je vais faire une pause juste pour aller, avant de parler donc de ce fameux marché invisible, je vais aller voir ce qui se passe donc dans la boîte de chat pour voir si vous avez des questions ou des commentaires. Donc, juste un instant, je regarde donc. Alors, certaines personnes n'arrivaient pas à entendre, j'espère que ça s'est réglé. Merci. Alors, avez-vous sur le marché de l'emploi secteur du sport et précisément le management du sport? Ça, c'est intéressant. C'est une question d'il y a une quinzaine de... Alors, c'est vraiment spécifique. Donc, je n'ai pas de chiffres là sous la main. À quoi est-ce que je pourrais penser? Alors, tiens, Calgary, par exemple, est en train de réfléchir. Je crois que j'ai entendu l'info hier à la radio, à savoir s'ils allaient se représenter pour obtenir et accueillir les Jeux d'hiver. Donc forcément, quand on a les Jeux Olympiques, il y a toute une industrie qui va se développer autour de ça. Là, je parle vraiment d'un événement particulier, hein, les Jeux Olympiques d'hiver. Après, le secteur du sport ici, il faut savoir que les sports canadiens majeurs vont être le hockey, bien sûr, le baseball, le lacrosse dans une certaine mesure. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le soccer est en augmentation, notamment grâce effectivement aux immigrants. Sur Montréal et sur Toronto. Je crois à ma connaissance que c'est les deux seules équipes d'ailleurs professionnelles. On va avoir le basket aussi qui est vraiment très présent et très fort. Donc là, je dirais, oui, effectivement, je n'ai pas de chiffres. Renseignez-vous, voyez par exemple les formations qui sont offertes par rapport à ça. Il doit y avoir aussi des magazines. Est-ce que c'est vraiment un secteur en augmentation? Je ne pense pas. Sachez en tout cas qu'il va falloir vraiment montrer de la passion et une connaissance très pointue du sport canadien, puisque bien sûr il y a les techniques, il y a les expertises, mais vous allez être en concurrence par rapport à des personnes qui elles connaissent donc les personnes ici en fait. Mais c'est très intéressant comme question. Si vous voulez d'ailleurs faire parvenir vos courriels ou votre question par email, ça permettra de, peut-être si j'ai des informations à partager, je le ferai. Donc qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je reviens en arrière. Comment faire face justement à cette vision sur le nouvel arrivant, notamment de beaucoup de sociétés, d'après les Échos, exigent l'expérience canadienne? Tout à fait, très bonne question. Vous allez le voir quand on va parler de LinkedIn et des réseaux personnels et professionnels. Comment est-ce qu'on peut faire face à ça? Le mot-clé, c'est vraiment crédibilité. Comment est-ce qu'on va monter sa crédibilité? L'expérience canadienne, c'était une exigence qu'on pouvait avoir officiellement sur les postes jusqu'à il y a quelques années. Et je crois de mémoire, il y a 3 ans, la loi a changé. Et puis, on ne peut plus exiger l'expérience canadienne. Sauf que dans les faits, effectivement, sur certains secteurs, comme je le disais, par exemple pour la santé, où je mentionnais un autre secteur qui m'échappe, pardon, mais si c'est le cas dans le cadre de la santé, par exemple, on est toujours sur des procédures différentes. On est sur une relation au client, sur une relation au patient, sur une relation à l'usager qui est particulière au Canada. Donc souvent, quand on parle d'expérience canadienne, c'est d'avoir eu cette opportunité d'interagir avec différentes personnes, avec ses superviseurs également, d'avoir eu cette opportunité pour adapter ses pratiques. Parce que oui, on est, moi-même par exemple, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, je crois, oui, une dizaine d'années, j'ai passé 15 ans dans ce secteur, mais en tant que travailleuse, c'était vraiment une dizaine d'années, avec des postes assez importants dans l'hôtellerie et le tourisme, et dans le développement des ventes. Et, mais ma foi, quand je suis arrivée ici, effectivement, il a fallu que je recommence presque à zéro. J'ai quand même monté mon entreprise, c'était mais j'ai recommencé à zéro aussi sur certains emplois, sur certaines fonctions, parce qu'il était important aussi que je me rende compte et que je fasse mes preuves et que je me rende compte de la façon dont on vendait en fait les choses, les produits, etc., qui étaient vraiment différentes de mon pays d'origine, même s'il s'agissait de la France et que j'avais travaillé sur différents continents. Donc cette expérience canadienne, oui, il faut en avoir conscience, mais c'est aussi une opportunité, alors pour vous, pour faire vos preuves, mais également pour adapter vos connaissances.
Vraiment. Donc tout ce qui est secteur de l'information et des technologies, voyez à ce que vous répondiez à ces besoins. Donc ça peut être en termes de diplôme par exemple, faites reconnaître vos diplômes. Donc pour avoir une idée d'ailleurs de la reconnaissance de vos diplômes, il y a des sites internet qui existent, par exemple west.ca. Allez jeter un coup d'œil, n'achetez pas forcément le produit tout de suite, mais ça vous donnera une idée effectivement de la reconnaissance de vos diplômes. Mais définitivement tout ce qui est secteur de l'information et technologie, comme je le disais, c'est des secteurs qui sont en développement sur l'Ontario et sur le Québec parmi d'autres provinces. Et donc, on recherche par exemple beaucoup de développeurs. Beaucoup d'entreprises, même de la Silicon Valley aujourd'hui, vont venir rechercher des développeurs sur l'Ontario. Alors, la question suivante, c'était par rapport au permis de conduire. Alors, il va falloir que vous fassiez adapter votre permis de conduire. Là, c'est un permis poids lourd tunisien. Les règles de conduite sont différentes ici. Le code de la route va avoir certaines subtilités. En plus, si vous êtes sur du poids lourd, il va y avoir des questions de sécurité, de santé et sécurité, des questions encore de réglementation sur le nombre d'heures que vous pouvez passer, etc. Donc, il faudra repasser très certainement votre permis en faisant peut-être valoir le nombre d'années d'expérience que vous avez dans votre pays. Je connais la procédure pour le permis, normal. Je ne connais pas dans les détails le permis poids lourd, mais par contre, faites une recherche par exemple sur le site de... est-ce que Service Ontario, par exemple, si vous faites une recherche, encore une fois, pensez vraiment à faire ces recherches sur les moteurs de recherche canadiens, mondiaux, je veux dire, si on parle de Google ou de Bing ou de Yahoo, peu importe. Faites cette recherche, permis de conduire, poids lourd, et regardez vraiment quels sont les critères de validité. En général, de toute façon, les sociétés, quand elles vous engagent, vous font aussi une formation, puisqu'il faut connaître les routes. On parle de poids lourd, pensez à la neige. Conduire sous la neige, ça demande une pratique particulière, hein. C'est des détails auxquels il faut penser. Je continue sur les questions. Est-ce qu'il y a, l'âge est un critère de recrutement au Canada? Si oui, quel est... Alors, un instant. Oui, je vais... Pardon, ça a glissé un petit peu. Si oui, quelle est la tranche d'âge pour laquelle on a beaucoup de chances d'être embauché? Là, je ne me prononcerai pas. Bien sûr, comme dans tous les pays, dans tous les secteurs, on va demander une certaine expérience, etc. Mais ça va dépendre de ce que vous faites valoir en fait sur un poste. Certaines tranches d'âge, alors plus de 50, bien sûr ça reste plus difficile de retrouver un emploi. C'est vraiment une situation qu'on va retrouver dans tous les pays du monde d'ailleurs, forcément au niveau seniorité, mais après c'est à vous de mettre en avant vos compétences, votre capacité d'apprentissage, d'adaptation, votre capacité aussi à partager votre expérience avec les autres, etc. Donc c'est vraiment pas une réponse oui, non, et puis de tel âge à tel âge. Je ne m'engagerai pas là-dessus. Alors, il y a des questions très précises. Hein. Organisation de la Coupe du Monde 26 USA, Canada, Mexique. Je voudrais juste dire qu'il y a très peu de matchs qui vont avoir lieu, je crois, sur Toronto, il me semble. De mémoire, il va sûrement y avoir des matchs à Toronto et Montréal. Là aussi, messieurs ou madame, faites des recherches sur les sites internet. Vous allez pouvoir avoir quelques infos, mais à ma connaissance, les équipes d'emploi ne sont pas encore constituées, donc les postes seront bientôt affichés. D'ailleurs, regardez sur LinkedIn pour tout ça. L'expérience canadienne, effectivement, Dora, vous avez raison, peut être acquise au travers du bénévolat. Le bénévolat est très important déjà au sein de la culture canadienne. Je pense qu'il y a près de 60%, 65% de la population canadienne qui fait du bénévolat à différents niveaux dans sa communauté, dans une association ou auprès de différentes organisations religieuses par exemple. C'est vraiment crucial. Mais par contre, quand on parle de bénévolat, ayez une recherche par rapport à votre bénévolat qui soit stratégique. Soit que ce soit du bénévolat dans votre secteur, donc mettons vous êtes un spécialiste du marketing. Le marketing est quand même très différent là aussi au Canada, même si on se retrouve sur des pratiques, au niveau des outils on est à peu près sur les mêmes, mais on le sait, le marketing se fait par rapport à une audience. L'audience est différente, très multiculturelle au Canada.
Mais par contre, en termes de bénévolat, ce que vous pouvez faire, c'est ma foi de proposer vos services en tant que bénévole une fois que vous serez ici, par contre, à une association et de les aider sur un des aspects du marketing ou de la communication. Ainsi, vous aurez en fait une expérience canadienne liée à votre secteur, mais aussi surtout une lettre de référence de cette association liée à ce secteur. Donc on pourra dire, ben voilà, cette personne a fait une mission ou a soutenu notre campagne de marketing et a démontré telle et telle capacité. Ça sera important. Pourquoi est-ce que l'expérience canadienne aussi, tiens, un point qui me revient à l'esprit, est si importante? C'est quand on vient de l'étranger, et quand on arrive dans un pays, il est très rare que les employeurs de ce pays prennent le téléphone en fait pour aller vérifier nos références. C'est très rare de savoir aussi quand on est installé au Canada ou dans un autre pays, tiens, quelle est la réalité de ce secteur dans ce pays précisément, dans le pays d'origine précisément. Donc on a du mal à visualiser. Oui, la personne était chef de projet par exemple, mais est-ce que être chef de projet en Tunisie, en France, au Cameroun, au Vietnam, etc., est-ce que c'est la même chose que d'être chef de projet au Canada? Vous voyez cette espèce d'inquiétude en fait ou de questionnement, je dirais d'ailleurs, qui peut être légitime de toute façon. Donc c'est là où effectivement le bénévolat et toutes ces références en fait canadiennes que vous pourrez avoir par le bénévolat ou par d'autres biais seront importantes parce que ça veut dire que votre employeur potentiel va pouvoir faire un numéro de téléphone canadien et s'assurer effectivement que cette personne vous a bien rencontré, etc. Ce qui n'est pas forcément facile quand on donne un numéro de téléphone à l'étranger. On ne sait vraiment pas qui répond au téléphone en fait finalement. Même si là aussi sur certains postes, notamment quand il s'agit de technologies de pointe ou de postes très élevés, bon là les références pourraient se faire au niveau de l'étranger. Secteur porteur au Canada en termes de création d'entreprise, là aussi c'est une question très très difficile à répondre puisque ma foi on peut ouvrir des entreprises sur tout. Il faut faire le premier aspect, l'aspect le plus important quand on lance une entreprise, c'est l'étude de marché. Donc, selon l'étude de marché, vous allez pouvoir voir quels sont les secteurs porteurs. Il y a des secteurs sur lesquels c'est plus difficile. Par contre, je mentionnerai par exemple la restauration. Sur la région de Toronto, beaucoup de restaurants s'ouvrent, effectivement, mais c'est quand même le secteur sur lequel on a le plus de fermetures et le plus de taux d'échec après 3 ans. Parce qu'il faut ouvrir un restaurant qui répond à une demande. Et puis, bien sûr, les loyers peuvent être assez élevés. Donc, faites vos recherches encore une fois pour ce secteur comme pour les autres. Par contre, la création d'entreprise est très encouragée et vous aurez beaucoup de soutien en termes de formation, par exemple, qui sont offertes. Je vais faire une pause en répondant dans la réponse aux questions. Je vais y revenir parce que je voudrais donc me pencher sur cette question de la recherche invisible. Je vais repartager mon écran peut-être d'abord, pardon. Hop, voilà, partage d'écran. On y revient. Alors, slideshow, merci de votre patience. Voilà. Donc, comme on le disait d'ailleurs pour annoncer ce webinaire, 80% des emplois ne sont pas affichés au Canada. Donc, j'ai parlé des sites internet. Vous allez voir beaucoup d'emplois déjà qui sont sur les sites internet. Donc, faites cette recherche, faites votre sélection, allez régulièrement sur ces sites pour avoir une idée des postes qui sont disponibles et répondez-y en attendant. Enfin, faites quelques petits tests, je dirais, si vous le souhaitez. Mais effectivement, beaucoup d'emplois ne sont pas affichés. La légende ou j'allais dire légende urbaine, mais l'impression est que vraiment 80% des emplois ne sont pas affichés sur des sites. Pourquoi? À cause justement de cette question de la crédibilité et de la confiance. C'est un élément très très important au Canada, d'avoir confiance et de savoir que la personne qu'on va engager va être capable de prendre ce poste. Ce n'est pas pour rien. C'est que en fait engager quelqu'un ça demande beaucoup d'argent et d'investissement de la part d'une société, déjà dans le processus de recherche puisque bien sûr le manager, le recruteur, l'équipe de ressources humaines, etc. va dédier du temps sur ce recrutement. Vous allez avoir aussi parfois des agences de recrutement qui vont être mises
mise en action en fait pour sélectionner les personnes, etc. Une fois que la personne est dans l'emploi, il y a tout un temps de formation et donc c'est un investissement qu'on ne veut pas rater. Et c'est pour ça que souvent les employeurs vont plutôt faire appel à leur réseau, leur réseau donc personnel, leur réseau professionnel, les sites internet de réseautage donc comme LinkedIn par exemple, ou également à des associations professionnelles pour identifier les bons candidats. D'où l'importance du réseautage. C'est un mot qu'on entend très régulièrement ici, que je partage très régulièrement aussi durant les ateliers que je peux faire. Le bénévolat peut permettre d'ailleurs de réseauter, c'est important. Puisqu'on va pouvoir se faire connaître en fait avec le bénévolat. Ces activités de réseautage, elles vont prendre plusieurs formes. Parlons d'abord des activités physiques. Donc une fois que vous serez arrivé ici, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vraiment, tournez-vous vers d'ailleurs comme le collège l'a cité, ou vers les autres centres de recherche d'emploi, francophones, bilingues ou anglophones. Tournez-vous vers eux pour avoir connaissance des activités de réseautage qu'ils vont organiser. Je dirais, tournez-vous aussi plus spécifiquement et d'abord vers les organisations francophones. Pourquoi ? Parce que beaucoup de ce réseautage se fait de façon communautaire. Et donc les francophones, je veux dire Toronto par exemple, ou les autres villes importantes d'attraction d'immigrants vont avoir des communautés en fait constituées ou pas en quartier, en association, autour d'activités, autour de pôles d'activités, etc. Et bien quand vous vous faites accueillir par votre communauté, forcément déjà vous êtes en capacité d'utiliser votre langue, donc ça permet de créer des liens plus facilement. Et puis aussi, souvent vous allez avoir affaire à des immigrants qui sont déjà passés par les mêmes difficultés que vous et donc ils vont avoir envie de vous soutenir et puis de vous donner quelques informations, etc. Ce qui est important aussi, c'est que au niveau de l'intégration professionnelle, l'aspect culturel est de taille. Il faut comprendre la culture d'entreprise canadienne, qui va être d'ailleurs variable selon un secteur ou un autre. Et ça aussi, la communauté francophone pourra vous appuyer sur ce genre de choses. Les autres communautés sont vraiment très forts là, avec ce type de soutien. Donc tournez-vous vers les activités de réseautage qui sont offertes par les services d'emploi. Certaines organisent des activités de mentorat par exemple. Le mentorat se fait beaucoup au Canada, donc avec des personnes déjà employées dans certains secteurs, notamment le secteur des banques par exemple, et qui vont accueillir des nouveaux arrivants pour les mentorer en partageant des informations sur leur emploi au quotidien, sur certaines procédures justement, sur certains logiciels aussi parfois qui sont utilisés, etc. Donc pensez à ces services. Vous pouvez avoir aussi des activités de réseautage qui sont organisées par des associations professionnelles. Vous allez avoir des activités de réseautage culturelles également, pensez-y, communautaires. Donc c'est là aussi qu'on peut faire connaissance avec les gens. Alors certes, dans une atmosphère plus informelle, mais vous soyez toujours très professionnel dans la façon dont vous vous présentez, dans la façon dont vous interagissez. Ayez d'ailleurs, pour ces activités physiques, ces activités de réseautage en personne, ce qu'on appelle le elevator speech. Un petit 30 secondes qui va vous permettre de vous présenter de façon pertinente, de façon attirante, intéressante et qui va créer la discussion autour de votre parcours et autour de ce que vous recherchez. Le réseau personnel et le réseau professionnel. Ce réseau-là, il va se monter au fur et à mesure. Mais vraiment, pensez que du moment où vous êtes en recherche d'emploi, un emploi à plein temps, la recherche d'emploi. Ça veut dire que même si vous discutez avec votre voisin, vous vous installez dans une nouvelle ville, vous avez trouvé votre logement, vous commencez à discuter avec votre voisin justement dans l'ascenseur ou dans le magasin du quartier ou effectivement dans les centres communautaires, etc. Sachez que vous êtes potentiellement avec quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourra vous introduire à une personne qui est en recherche de candidature, n'est-ce pas? Donc vous êtes constamment en représentation en fait, parce que vous voulez paraître honnête, sérieux, enthousiaste,
ouvert, etc., etc. Donc toutes ces qualités personnelles qu'on souhaite toujours de la part de nos collègues en fait de travail, il va falloir aussi les exprimer dans votre réseautage personnel parce que en fait, ce que vous recherchez, c'est qu'une personne qui vous a rencontré, par exemple, lors d'un événement communautaire, il y avait une célébration dans votre quartier ou dans votre communauté, elle vous a rencontré, elle s'est rappelé que vous travailliez dans tel ou tel secteur, que vous aviez de l'expérience. Vous voulez que cette personne se sente en confiance de vous référer. Donc c'est ça que vous allez chercher, la référence. Ah tiens, j'ai entendu parler de cet emploi, j'ai rencontré telle personne qui m'a dit qu'elle était compétente, je mets en relation. D'accord, c'est ça que vous recherchez. Le réseau professionnel, donc vous pouvez vous le monter en utilisant par exemple LinkedIn, je vais faire le détail de LinkedIn, mais aussi par rapport à des connaissances que vous pourriez avoir qui sont déjà installées ici. N'hésitez pas à les solliciter peut-être pour vous indiquer une personne peut-être qui travaille dans votre secteur. Le réseautage, ce n'est pas juste de dire je cherche de l'emploi. Parce que en fait, ça mettrait une pression et ça mettrait une pression peut-être sur la personne que vous rencontrez qui est un peu forte en se disant oh là là, cette personne veut que je lui trouve un emploi et puis ma foi, on est tous très occupés, donc il faut pouvoir gérer cette pression, c'est pas toujours facile, mais par contre ce réseautage, ce que vous allez chercher à faire, c'est vraiment à vous montrer sous votre meilleur jour. Effectivement, mentionnez bien sûr que vous êtes en recherche d'emploi, mais soyez aussi à la recherche de possibilités, de situations où vous pourriez aider. En donnant des informations, en donnant un coup de main sur un projet, donc par exemple via le bénévolat, en mettant aussi les gens en contact, parce que arrivé ici, vous allez effectivement assister à un certain nombre d'ateliers peut-être pour vous soutenir dans votre recherche. Ben, là aussi, vous allez rencontrer des gens avec différents profils, donc tirez-en parti pour aussi aider. Quand on reçoit, on veut aussi pouvoir donner, ben ça va aussi, c'est aussi cette dynamique que vous cherchez à mettre en place dans votre réseautage. Alors, LinkedIn, ce fameux LinkedIn, vraiment, ayez un profil LinkedIn qui soit à jour, qui soit attractif et qui soit intéressant. Ceci étant dit, quand je parle de profil à jour, vous le savez, ou vous le saurez, ou vous l'apprendrez, souvent les expériences professionnelles que nous avons pu obtenir dans nos pays d'origine, ne sont pas toujours prises en compte ici. Donc ça veut dire qu'effectivement, par exemple, j'ai été directrice des ventes dans mon pays d'origine. Ici, je ne pouvais pas prétendre à être directrice des ventes immédiatement. Donc il va falloir que vous fassiez un petit travail d'ajustement au niveau de votre profil LinkedIn pour apparaître comme pertinent. Donc oui, votre CV va mettre à jour les compétences et les postes que vous occupez actuellement, mais soignez surtout beaucoup ce petit paragraphe d'introduction qu'on voit toujours sur les profils LinkedIn et faites comprendre aux personnes qui vont découvrir votre profil que vous êtes ouvert à l'apprentissage et à l'adaptation. Ça permettra de ne pas être mis de côté et que, ma foi, encore une fois, ça fait sens dans un certain nombre de métiers de se donner ce temps d'apprentissage et de réapprentissage en fait de certaines habitudes liées à notre travail en fait. Ce CV, ce profil, quand il sera bien fait, mettez-le, rajoutez le lien sur votre CV d'ailleurs. Et ce n'est pas une répétition. Le profil LinkedIn, ce n'est pas la répétition de votre CV. C'est quelque chose de différent. Là aussi, faites des recherches, regardez les profils d'autres personnes qui travaillent dans votre secteur, qui cherchent le même type d'emploi ou qui occupent le même type d'emploi que vous et inspirez-vous-en pour avoir les termes par exemple qui sont employés et puis le style aussi qui peut être employé pour ce type d'emploi. Sur votre profil LinkedIn, mettez une photo, cette photo doit être professionnelle. Pas de photo de mariage, pas de photo avec les amis, pas de photo où vous n'êtes pas seul. Il faut vraiment une photo de vous, une pose tout à fait naturelle, professionnelle, comme on se présenterait en fait pour un entretien professionnel par exemple, un entretien de motivation. Voilà, essayez de rechercher ce type de photo. La photo, au Canada, il est interdit de l'envoyer avec le CV. Ça pourrait être une discrimination en fait à votre rencontre, comme l'âge, on ne précise pas son âge, on ne précise pas sa situation maritale, on ne précise pas
sa race, sa religion, sa nationalité, etc., etc. C'est interdit de le faire sur le CV pour ne pas justement que vous puissiez être victime de discrimination. Faites des recherches d'ailleurs sur ces points. Qu'est-ce qu'on met dans un CV, qu'est-ce qu'on ne met pas dans un CV canadien, qu'est-ce qu'on met dans un CV canadien avant même d'arriver. Ça vous fera gagner du temps, vraiment, vraiment. Mais par contre, effectivement, si vous rajoutez votre lien pour le CV canadien, là on sait qu'on va voir votre photo. Mais c'est une photo qu'on va aller voir après avoir été convaincu par le sérieux de votre CV. Donc c'est quand même différent. Et puis sur le profil LinkedIn, il faut savoir mettre en avant ses compétences. Donc vous avez par exemple, vous avez un certain nombre d'options sur ce CV qui sont sur LinkedIn, pardon, qui sont intéressantes, notamment justement ces compétences professionnelles que vous pouvez citer par le biais de mots-clés. N'hésitez pas à faire et à bien travailler cette partie des mots-clés des compétences parce que c'est ce qui va être utilisé par LinkedIn pour vous faire ressortir dans les recherches des employeurs et également quand vous cliquez sur l'onglet Jobs de LinkedIn, les offres d'emploi qui vont ressortir sont en fait liées aux mots-clés que vous faites ressortir tout le long de votre profil. C'est un algorithme en fait qui fait le travail pour vous. Sachez aussi, notez aussi que la partie recommandation est très importante sur LinkedIn. Comme je le disais plus tôt, les personnes avec lesquelles vous allez interagir ici ne prendront pas forcément le téléphone pour appeler dans votre pays d'origine. Par contre, si vos collègues, votre superviseur, des personnes avec lesquelles vous avez pu interagir, des clients par exemple, sont sur LinkedIn, ils peuvent vous recommander. Et là, ça peut vous aider justement pour ces références, puisque les personnes existent sur ce réseau social, n'est-ce pas? Donc, on voit une recommandation, cette personne dit qu'elle a été votre patron pendant plusieurs années. Bon, on peut cliquer sur le profil de cette personne et vérifier qu'effectivement, cette personne a son propre parcours, a fait des études et a effectivement travaillé avec vous et vous a supervisé pendant plusieurs années sur ce poste-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment une vitrine en fait virtuelle qu'il faut pouvoir exploiter au mieux. Et donc, établir des connexions pertinentes et ciblées une fois que votre profil est bien fait, que vous vous êtes renseigné sur votre secteur, que vous avez pu avoir une idée des postes qui sont disponibles, etc. Vous allez pouvoir commencer à contacter des gens. N'hésitez pas à le faire là aussi. Encore une fois, non pas en disant je recherche un emploi au Canada, donnez-moi un emploi et ça m'aidera à faire mes papiers, à obtenir ma résidence ou mon immigration, parce que là, ma foi, vous allez être en concurrence avec d'autres. Donc, je dis pas que ça marchera pas, mais il y a peu de chances que ça marche parce que souvent, on va rechercher une personne et puis on a besoin de cette personne assez rapidement. Mais par contre, dites, voilà mon profil, j'habite dans tel pays, j'envisage ou je me prépare pour émigrer. Est-ce que vous avez un conseil à me donner, par exemple? Demandez des conseils. Encore une fois, c'est vraiment dans la culture canadienne d'aller aider. Donc vous avez le pire qui puisse arriver, c'est qu'effectivement on vous dise désolé, je peux pas vous aider ou j'ai pas le temps de vous répondre ou qu'on vous réponde pas du tout. Mais vous allez aussi peut-être faire apparaître comme quelqu'un de sérieux et vous allez avoir quelqu'un en face qui va vous donner des réponses et qui va vous donner du soutien. Je vais revenir aux questions puisque j'arrive à la fin de ce que je voulais partager, de ce que Valérie et moi voulions partager avec vous aujourd'hui. Donc je vais revenir sur les questions. Je pense qu'il y en a de nombreuses qui ont été rajoutées. Je vais revenir un petit peu en arrière. Voyons voir. Alors voilà, j'y arrive. Secteur de l'informatique, le secteur de l'enseignement, tiens, ça c'est un secteur très intéressant puisque si vous faites des recherches sur les articles, il y a un grand besoin par exemple de professeurs de français, que ce soit auprès des centres, auprès des conseils scolaires francophones des différentes régions, des différentes provinces du Canada, mais aussi les conseils scolaires anglophones qui eux parfois vont offrir donc des cours de français à leurs élèves et aussi il y a même un cours dédié qui s'appelle French Immersion et ils recherchent des professeurs de français. Par contre, faites bien la recherche pour voir si votre diplôme et votre expérience obtenue dans votre pays d'origine sont reconnus par ces conseils scolaires. Donc là, allez sur les sites internet, faites la recherche sur justement les postes, par exemple les offres d'emploi qu'ils ont déjà publiées et vous pourrez savoir si vous êtes habilité à enseigner ou pas dans cette province. D'une province sur l'autre, vraiment les critères aussi peuvent être différents par rapport au diplôme
et puis par rapport aux ordres. Je dirais par exemple dans le milieu de la santé, d'une province à l'autre, il va falloir parfois des ajustements ou des examens supplémentaires quand on veut être infirmier ou infirmière. Donc ça va toucher déjà même les personnes qui sont formées au Canada. Donc faites bien vos recherches quand vous êtes dans le milieu de la santé, de l'enseignement ou d'autres, tout ce qui est comptabilité par exemple. Être comptable, c'est une formation réglementée ici puisque les règles de comptabilité sont bien sûr propres au pays et aux provinces. Je continue. Le secteur de l'art. Est-ce que c'est possible de travailler au Québec en tant que résidente permanente au Canada si mon employeur à Montréal, par exemple, est sponsorisé pour travailler là-bas? Vérifiez avec votre employeur si vous êtes sponsorisé. L'important, c'est qu'effectivement, il vous sponsorise comme résidente permanente, en fait. Donc, je crois que j'ai mal compris peut-être la question, mais si vous avez un employeur qui vous sponsorise, vous serez après habilité effectivement à pouvoir travailler dans le pays, lié à votre employeur par contre. Il est fort possible, je ne m'engage pas plus loin, mais il est fort possible que le visa qui vous soit donné comme travailleur temporaire ou résident, d'ailleurs résidente, je ne sais pas, ça me à voir, mais il est possible que ce soit lié à votre employeur uniquement. Avant de trouver un travail, est-ce que l'aide sociale est suffisante pour vivre au Canada? Très très grosse question. Toronto est une ville où le niveau de vie est très cher. C'est aussi le cas, j'en ai parlé pour Vancouver. Ceci étant dit, il y a des personnes qui effectivement vivent avec le soutien de l'aide sociale pour les premiers mois et après vont pouvoir effectivement acquérir un emploi et donc s'en sortir financièrement. C'est difficile de répondre à ce type de questions parce que ça va dépendre vraiment de votre situation personnelle. Est-ce que vous venez tout seul? Est-ce que vous êtes en famille? Est-ce que vous avez mis de l'argent de côté? Effectivement, moi, mon conseil personnel, je n'engage que moi là-dessus, serait vraiment de venir avec de l'épargne en fait, parce qu'on ne sait jamais combien de temps ça va nous prendre pour trouver de l'emploi. Est-ce que votre maîtrise de la langue aussi est suffisante, que vous cherchiez de l'emploi en français ou en anglais? Donc il y a tout un tas de facteurs en fait qui rentrent en jeu. Je dirais juste que l'aide sociale dans la façon dont elle est construite et conçue au Canada est une aide de soutien minimum et que le niveau de cette aide n'a pas été remis à jour depuis un certain nombre d'années ou en tout cas sur des pourcentages très petits. Donc faites vos recherches encore une fois. Un certain nombre d'informations sont disponibles sur Internet. Donc, regardez par rapport à la ville qui vous intéresse, quel est le loyer moyen dans cette ville, combien coûte le transport, combien coûte la nourriture. Faites un budget estimatif, enfin une estimation en fait. Posez aussi des questions sur les groupes Facebook par exemple, de personnes qui habitent dans cette ville pour vous renseigner. Mais il est certain que l'aide sociale est un soutien minimum, temporaire et c'est en dessous du seuil de, enfin on est en dessous du seuil de subsistance en fait, faut le savoir. Pour un certain nombre de villes, les grands pôles d'attraction, ça va être difficile. Donc pensez quand vous vous installez dans une province à faire ces recherches avant d'arriver et puis surtout à vous renseigner auprès des différentes communautés francophones installées dans les villes. Il y a des portails qui existent de l'immigration francophone maintenant avec des personnes derrière ces portails, derrière ces groupes qui sont là pour répondre à vos questions. Donc encore une fois, l'éducation et l'information avant, c'est crucial. Merci de poser toutes ces questions-là. Je continue encore pour 2 minutes, je pense, à répondre à quelques questions. Et puis, pour les autres, n'hésitez pas à écrire, si je n'ai pas répondu à vos questions, à écrire au Collège La Cité, aux responsables, vraiment. Et puis, elles pourront me transférer les questions qui resteront. Linda, je pense que ça sera possible ou vous pourrez préciser la procédure pour le faire. Merci. Parfait. Est-ce que j'ai encore quelques minutes pour répondre aux questions qui restent ou est-ce que je m'arrête là? En fait, en principe, là, on est à 14h02. C'est ça, c'est ce que je vois. Voilà, donc là, on a dépassé le temps prévu. Bon, écoutez, merci en tout cas pour votre écoute. J'espère que ça vous a redonné quelques informations. Et je passe donc la parole à Linda pour clôturer ce webinaire. Merci beaucoup. Linda? Pardon. Là, tu m'entends? Voilà. Oui, c'est parfait. Très bien. Alors, je disais... mon micro. Merci beaucoup.
Merci Faiza. Donc au nom de Solutions Emploi, je remercie chaleureusement tous nos participants. Vous avez été nombreux à manifester votre intérêt pour ce webinaire. Merci encore une fois pour ce beau moment d'échange et d'interaction. Je tiens aussi tout particulièrement à remercier Faiza Abdellaoui, entrepreneur et experte en employabilité, qui malgré son emploi du temps très très chargé, a pu nous consacrer une présentation très intéressante et très utile pour vos démarches de recherche d'emploi au Canada. Alors n'hésitez pas à interagir avec nous et à rester connecté sur notre page Facebook Solutions Emploi pour rester informé, mais également pour revoir aussi ce webinaire sur notre page Facebook. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous connaissez déjà notre adresse mail qui est info@solutionsemploi.ca, ou alors interagissez avec nous directement sur notre page Facebook Solutions Emploi. Et au plaisir de vous avoir parmi nous lors de nos prochains événements. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.